qu'on parle de l'importance des activités parascolaires. Je pense que vous en êtes tous moi, c'était plus le sport, le basketball. Exact, mais que ce soit culturel ou peu importe, c'était assez important. Puis moi, je me suis impliqué assez rapidement. Secondaire 3, à l'époque, il y avait des secondaires 3 à LPP dans le régulier. Ouais. Mais parce que c'était juste secondaire 1, 2 ailleurs. Donc, on avait. Donc, secondaire 3, je me cherchais un peu trop. En secondaire 4, théâtre, commençait par ça. Okay. Et après ça, les spectacles de fin d'année qui revenaient, parce que Polyspec avait été abandonné d'une certaine façon, puis on revenait avec le concept de LPP en spectacle. Alors, on a commencé à ramener un peu de l'humour là-dedans. Puis, le responsable de la vie étudiante de l'époque, Yves Bergevin... que j'ai connu, qui était très important à LPP. Hein. Oui, puis d'ailleurs, quelqu'un que vous pourriez recevoir ici, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Mais Yves a été marquant pour toute une génération. Et Yves, ce qu'il faisait, c'est qu'il spottait des jeunes qui pensaient avoir un certain talent, puis il dit, ça vous tente de faire de l'humour au spectacle de fin d'année? Ah oui, OK. Il nous avait vu faire, par exemple, le concours de lip-sync. Un truc sur l'heure du midi. De faire quelques sketchs, puis là, c'est ça. Et après ça, les ateliers d'humour ou les ateliers culturels se sont développés par après, Ben oui, c'est c'est pas tout le monde qui le sait, mais moi aussi, je suis passé par LPP. Je suis rentré en 2000, puis c'était toi et Étienne, ton frère, qui épaulait, qui coordonnait l'atelier humour, puis c'est là que j'ai... Tu sais, quand tu fais du parascolaire, t'as hâte d'aller à l'école. Ouais. Ça te tient tellement. Ça... Parce que c'est ton bonbon un peu comme... Oui. Puis en fait, moi, il m'en fallait un bonbon pour me garder à l'école, comme bien des garçons. Comme bien des garçons. Mais à l'école, c'est quoi, t'as pas intéressé? Pas intéressé, mais tu sais que c'est... J'ai tendance à dire comme beaucoup de garçons, parce que je pense que c'est peut-être un petit peu plus présent chez les... Il y a une époque où on cherche un peu, puis on est désintéressé facilement du milieu scolaire. Et il faut trouver des moyens de garder ces jeunes-là à l'école. Puis des fois, ça passe pas par les matières. Donc, ça passe par la vie étudiante. Moi, je suis impliqué à la vie étudiante. Puis... l'humour ou les spectacles, évidemment, on était rencontrés par la vie étudiante qui nous disait, écoute, si tu veux rester dans la pièce de théâtre, si tu veux continuer de faire l'atelier, ton anglais, il faut que tu le penses. Fait que la motivation, c'était pas le cours d'anglais comme tel, c'était l'activité que tu voulais continuer à faire. Ouais, je comprends. Puis, dans le cadre de mon stage en technique d'intervention en loisirs, à la fin, moi, j'ai fait beaucoup de stages différents, même en psychiatrie, au niveau du loisir, qui est assez particulier. Mon dernier stage, je voulais aller retourner voir mon école secondaire, puis Yves m'avait demandé justement à ce moment-là, peux-tu partir de l'atelier humour vu que tu connais ça? Et c'est comme ça que j'ai vu beaucoup de générations de jeunes qui sont devenus comédiens dans certains cas ou qui sont devenus des stars de l'impro au Québec ou dans plusieurs ligues. On leur a appris d'une certaine façon à avoir une certaine discipline, comment écrire, comment jouer. Et ça se faisait sur une année complète. On avait vraiment un programme assez rigoureux. Là, vraiment. Certain. Je me rappelle les premiers mois avant que les sketchs rentrent. Écoute, on faisait de l'impro, on apprenait sur... Moi, c'est là que j'ai découvert RBO, Michel Courtemanche, les Denis Drolet qui commençaient à l'époque, les Monty Python, ça a été tout un pan qui s'ouvrait à moi. On vous montrait dans le fond les bases de l'écriture, des concepts ou des techniques d'écriture. On montrait des différents types d'humour. On montrait certains types d'humoristes ou la façon qu'eux avaient d'aborder ou travailler. On regardait aussi, puis on vous inculquait aussi l'espèce de curiosité la curiosité générale de regarder le journal le matin parce qu'on disait souvent tu veux faire de l'impro, tu veux faire de l'humour, il faut que tu parles de quelque chose. Il faut que tu aies une culture générale. Totalement. Sans ça, tu fais de l'humour sur quoi? Ça, c'est basé sur ton quotidien, mais c'est limité. Là. Parce que j'écoute beaucoup de podcasts d'humour, puis ça revient souvent, tu sais, que ce soit des Américains ou ici au Québec, mais tu sais, qui disent, tu sais, j'étais jeune, tu commences l'humour, mais je suis drôle, mais sur rien. T'sais. C'est pas sur quoi puncher. C'est ça. Ça prend des fois un vécu. On dirait que l'humour, c'est un peu en vieillissant. C'est comme...
En vieillissant, tu te peaufines, tu comprends, puis t'as quelque chose à raconter, t'es basé sur quelque chose. Oui, fait que quand t'es jeune au secondaire, j'imagine que c'est ça que tu voulais assez. Moi, je me rappelle, ça, lisez les journaux, regardez votre quotidien, inspirez-vous, soyez au fait de l'actualité. Que ce soit en humour ou en théâtre ou en cinéma, les auteurs et les artistes, je pense qu'ils deviennent internationaux ou qu'ils touchent le plus de monde possible, c'est quand ils parlent d'eux-mêmes. Ils parlent d'abord de ce qu'ils connaissent, mais tu as avantage, surtout quand tu es jeune, en apprendre le plus sur ton histoire, sur l'histoire du monde, sur l'actualité. Et là, ben, ça te permet d'avoir toute la culture générale pour pouvoir jouer des rôles, puis jouer avec ça, jouer avec ces concepts-là, puis être intéressant aussi pour les autres. Fait que, tu sais, je pense que c'est intéressant de dire aux jeunes à cette époque-là, de dire, ben, si tu connais pas qui est le premier ministre du Canada, ben, puis on écrit un sketch, puis on te le fait personnifier, ça se peut il y a des choses qui t'échappent. Exactement. Je me rappelle les premiers sketchs sur l'air 1, les trucs que j'avais interprétés ou les jokes que je devais dire qui étaient écrits par toi et Étienne. Des fois, je connaissais pas la référence. Ça parlait de Michel Tremblay, ça parlait de n'importe qui dans le monde du sport, peu importe. On avait regardé Michael Jackson, puis là, aujourd'hui, c'est un peu moins glorieux d'en parler, mais on faisait une parodie de ça, puis je pense que j'avais jamais vu l'ampleur de son succès qui avait été dans les années 80, puis j'étais comme... Mon Dieu, puis... il y avait une démarche qu'on se donnait un espèce de thème par année à ce moment-là. Je me rappelle, puis ça, c'était une année que Étienne, mon frère, que j'avais comme jeune à l'époque. Oui. Tu sais, après ça, avec lui, j'ai fait de l'humour, puis j'ai écrit beaucoup, mais à ce moment-là, il était étudiant à LPP, puis je m'étais donné, c'était les comédies musicales. Ouais. Alors... ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à visionner tous les plus grands classiques, toutes les comédies musicales qui existaient ou qui ont marqué le monde, qui ont marqué le cinéma, puis commencer à apprendre les paroles, puis commencer à apprendre quelques chorégraphies, commencer à niaiser un petit peu là-dessus. Ça commence comme ça, d'abord, dans des espèces de séances. De pastiche ou de juste... Tu regardes les codes, puis tu... Et à un moment donné, je me rendais compte que les jeunes partaient, puis ils écoutaient la musique qu'ils écoutaient sur l'heure du midi, c'était la musique des comédies musicales des années 40. C'est ça. Wow. Fait que ça offre ça aussi, ça offre la possibilité de découvrir autre chose. De s'ouvrir sur le monde, déjà, c'est quelque chose. Oui, puis d'avoir une culture générale, c'est jamais perdu. C'est jamais perdu, mais non. Puis je pense que c'était le rôle aussi, je pense que c'est le rôle de l'ensemble des ateliers culturels de faire ça, de faire découvrir ça aux jeunes des ateliers, mais également ceux qui regardent le spectacle aussi, de découvrir que non, c'est pas juste de la blague facile. Des fois, on va un petit peu plus loin, des fois, on est un petit peu mordant, même si on est dans une école secondaire. Il faut travailler notre sens critique puis arrêter d'être trop susceptible parce qu'on est dans ça là, au Québec présentement. On faisait des spectacles devant les adultes, devant les parents, n'importe qui achetait des billets le soir puis ça riait autant. Tu sais, c'était pas... on riait pas de nous pour les sur la carte. Est-ce qu'on faisait comme un spectacle, mettons, on faisait toute la journée devant les classes. Les classes s'alternaient, quand même une grosse polyvalence à Châteauguay. Puis rendu le soir, vendredi, samedi, ben là, c'était ouvert à tous. T'as acheté ton billet, 15$, puis ça riait autant. Il y avait des jokes que moi, on devait me l'expliquer. J'avais pas la référence, mais ça... Oui, Maxime, il est commencé en secondaire 1. On s'entend que secondaire 1, comme tu l'as dit. Ça commençait en secondaire 3 avant, puis moi, ils ont ouvert l'international, puis là, on était jeunes. Vu que t'es un génie. Non, mais j'avais tout juste 12 ans. C'est ça. Ça faisait partie de l'inquiétude. On s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour mêler justement des secondaires 1 avec des secondaires 5? C'est une grosse différence, là. C'est énorme à cet âge-là, la différence d'âge. C'est une grosse différence. Mais on partait aussi pour... C'est pour ça qu'on prenait du temps pour les faire travailler sur différents... de l'improvisation, de la lecture, etc. On pouvait voir leurs forces. Puis quand on construisait les textes, quand on les créait, ben on avait en tête qui allait le faire, puis on travaillait aussi avec leurs capacités. Les textes que Maxime pouvait faire
En secondaire 1 versus secondaire 5. C'est pas la même chose. Mais non. Je me rappelle, j'ai fait le nain de Fort Boyard. Tu sais, on était dans le jeu physique. C'est ça ma force à ce moment-là. Ben, c'est là encore un peu ta force. Il s'enfarge partout puis il me ferait sans arrêt. Ouais, c'est pas volontaire. T'es resté un peu accroché au nain de Fort Boyard. Ouais, je pense exact. M'en était fait parler resté, longtemps. Mais il est burlesque. Ben non, mais pour vrai, Étienne, c'est un grand fan de Charlie Chaplin, puis on en avait tellement montré que moi, ça m'a marqué, puis j'étais allé en cinéma après, puis je reste encore dans le domaine de vidéo, mais ça m'a marqué, là. C'est là que j'ai fait mon éducation, on pourrait dire culturelle, mais spécifiquement humoristique aussi.